merci d'être si nombreux pour cette nouvelle conférence que nous avons appelée France et marché boursier attachés aux ceintures. Pardon. Bon, on va parler de croissance mondiale, d'inflation, de baisse des taux, de situation budgétaire en France, mais de marché boursier aussi, de valorisation aux États-Unis, d'or, de crypto, bref, plein de sujets dont vous avez entendu parler en 2025 et qui vont faire aussi l'actualité en 2026, j'en doute pas. Et donc pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Toiti, conseiller économique pour eToro, économiste, président fondateur du cabinet AC-Défi. Et vous retrouvez ses analyses financières et économiques toutes les semaines sur sa chaîne YouTube aux plus de 260 000 abonnés tout de même. Et puis en sa présence, Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché pour eToro en France également. Bah écoutez, messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce qui va nous arriver en 2026. C'est assez compliqué, bien entendu, que ce soit en France et sur les marchés boursiers. Alors, c'est vrai qu'on me dit, oui, mais bon, regardez, la France va mal, mais le CAC 40 continue d'augmenter. C'est tout à fait logique, puisque, comme vous le savez, 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, en dehors de France. Donc, ce qui compte, évidemment, pour le CAC 40, donc pour beaucoup de bourses dans le monde, c'est la dynamique de croissance mondiale. Et c'est vrai que là, on va commencer par des bonnes nouvelles. Souvent, on me dit, oui, vous n'avez que des mauvaises nouvelles. Non, j'ai aussi des bonnes nouvelles, je vous rassure. La bonne nouvelle, c'est que nous avons une croissance mondiale qui, aujourd'hui, est autour d'à peu près 3%. Donc, c'est quand même pas mal. Sachant qu'on est quand même en dessous de la moyenne, parce que sur longue période, la croissance mondiale est autour de 3,5%, hors inflation, bien sûr. Là, on est autour des 3%. Donc, ça reste quand même une bonne performance. Mais par contre, effectivement, pour 2026, on aura également autour des 3% de croissance. Le problème, c'est de savoir d'où vient cette croissance. Donc, on a aujourd'hui 3 locomotives. La première, ça reste l'Inde, l'économie indienne avec une croissance de l'ordre de 7%. La deuxième, c'est la Chine avec 5% de croissance, ce qui peut nous paraître énorme pour nous, mais pour la Chine, c'est insuffisant. Ça ne permet pas d'améliorer le niveau de vie en moyenne des Chinois. Donc ça, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on pourra en reparler. Et troisième locomotive, les États-Unis, qui malgré tout continue d'avoir une croissance entre 2 et 2,5%. Si on voit les indicateurs avancés, ça sera également le rythme de croissance pour l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble des investisseurs, même si là, Antoine en parlera tout à l'heure, on reste sur des marchés quand même très chers, donc il y aura des corrections, mais néanmoins, on aura une croissance mondiale qui sera forte, donc des profits qui seront toujours très sympathiques. Le problème numéro 1, c'est que dans cette croissance mondiale, eh bien malheureusement, les parents pauvres sont un peu toujours les mêmes, notamment la zone euro, et surtout, malheureusement, la France, puisque nous avons une croissance extrêmement faible, autour des 0,6% de croissance, et cette année et l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit miracle au 3e trimestre, ce que j'appelle le miracle de Noël, si vous voulez, un petit peu en avance, où justement on a une croissance un petit peu boostée par notamment les ventes d'avions. Donc bon, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais c'est vrai que quand on regarde la demande intérieure, malheureusement, le compte n'y est pas. On reste sur une croissance qui est toujours très faible en France. Et donc le problème numéro 1, parce que c'est le thème évidemment de cette mini-conférence, j'ai que 10 minutes, et puis aussi Antoine a 10 minutes, donc s'il y a des questions ensuite, évidemment, on y répondra. Mais c'est vrai que le point essentiel pour moi, le risque essentiel de 2026, c'est la France. On commence déjà aujourd'hui, d'ailleurs, comme vous le voyez, avec ce budget assez catastrophique. On n'a toujours pas d'accord. Rendez-vous compte qu'il y a eu 125 heures de débat pour faire que c'est un budget. Et puis finalement, quasiment tous les députés ont voté contre la partie recette du budget. Donc 125 heures de travail foutues en l'air. Enfin bon, est-ce que c'était vraiment du travail, ça je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on se rend bien compte qu'on est aujourd'hui devenu la risée du monde. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans certains pays, que ce soit au Portugal ou même en Italie, par exemple, qui était souvent jeté aux orties il y a encore quelques temps, eh bien, ces pays-là ont su se réformer, ont su moderniser leur économie, et c'est en train de redémarrer aujourd'hui. Alors que la France, malheureusement, c'est le dernier grand pays du monde qui n'a pas modernisé ses structures économiques. On n'arrive toujours pas à réformer les retraites, bien entendu, mais surtout, nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Et qu'a-t-on vu pendant ce débat sur le budget 2026 ? On ne pense qu'à augmenter encore les impôts. Dans le budget initial, il y avait 19 milliards d'augmentation des impôts, le budget de M. Lecornu. Et après, on a failli monter à plus de 50 milliards d'augmentation des impôts. Ça n'a pas été validé, maintenant ça va en train d'arriver, je dirais, au Sénat. Mais ce qui est assez incroyable, c'est ce que ça vous concerne en tant qu'épargnant, bien entendu, qu'investisseur, c'était qu'on a voulu augmenter l'impôt sur l'épargne. Et ça, c'est vraiment nouveau parce que
ici même, je pense, mais dans beaucoup d'endroits, j'ai beaucoup de questions régulièrement. On me dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque sur nos assurances vie, etc. Je dis, bon, pour l'instant, ça devrait aller. Je vous préviendrai quand il y aura un problème. Et malheureusement, nous y sommes. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on a essayé de vouloir augmenter l'imposition sur l'assurance vie. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune improductive. Vous vous rendez compte? Improductive, c'est-à-dire que ce terme, évidemment, est incroyable. Et donc, on voulait donc taxer, effectivement, l'assurance vie, notamment les fonds en euros. Donc, c'est assez incroyable, parce que les fonds en euros sont là pour financer la dette publique, et on voulait quand même les taxer. Donc, c'est-à-dire que déjà, on admet que la dette publique, c'est improductif, comme placement, mais surtout que, globalement, on voulait augmenter cette imposition sur l'épargne. Je vous rappelle qu'il est déjà taxé à plus de 17%, et c'est ça qui est dangereux. Et ce qui est complètement fou, c'est que cet impôt, qui a voulu le créer? C'est pas LFI, c'est pas le RN, non, c'est le MoDem. Donc ça qui fait très peur, c'est qu'aujourd'hui, toute la classe politique française veut encore augmenter les impôts, alors que nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Par contre, en termes de baisse de la dépense publique, personne n'en parle là aussi, alors que c'est là qu'il faut faire des économies, c'est là qu'il faut réduire les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement, qui ont augmenté de 22% depuis 2021. Ce qui est le plus augmenté dans les dépenses publiques, ce sont les dépenses de fonctionnement. Et c'est là qu'est la clé, si vous voulez. Et donc le risque français pour 2026, c'est la dette publique. Alors qu'on soit bien clair, la dette en elle-même, ce n'est pas un problème. Même la dette, c'est plutôt sain. Ça nous permet de nous endetter, ça nous permet d'acheter notre bien immobilier, pour les entreprises d'investir, d'innover. Donc, quand la dette est utilisée pour investir, pour innover, pour faire de la croissance, il n'y a pas de problème. Et on peut même continuer comme ça. La dette, c'est ce qu'on appelle soutenable. Le problème de la France, c'est que malheureusement, depuis des années, depuis 2017 principalement, mais également depuis 2019, plus la dette publique augmente en France, moins le PIB, moins la richesse qu'on crée en France augmente. Je donne un chiffre très simple. Depuis 2019, la dette publique française a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros, vous vous rendez compte, en moins de 5 ans, 5 ans on va dire. Et sur la même période, le PIB en valeur, ça veut dire le PIB, la richesse qu'on crée en valeur, donc augmentée de l'inflation, a augmenté, tenez-vous bien, de 500 milliards. 1000 milliards de hausse de la dette, 500 milliards d'augmentation du PIB en valeur. Il manque 500 milliards. Il y a 500 milliards d'euros qui ont disparu, qui ont été gaspillés. Donc c'est ça qui ne colle pas. Si effectivement vous prenez le même chiffre, que ce soit en Allemagne ou également en Suisse par exemple ou dans d'autres pays, eh bien là la dette publique augmente moins que le PIB en valeur. Donc là ça marche. Là on est tous prêts à augmenter notre dette pour peu que nous ayons cette croissance. Or nous malheureusement ce n'est pas le cas. C'est exactement l'inverse qui s'observe. Et donc le problème c'est que plus le temps passe, plus on devient dépendant de nos créanciers. Et là aussi, aujourd'hui vous savez que à peu près 56% de la dette publique française est détenue par des non-résidents. Donc on vous dit, bah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on attire les investisseurs étrangers. Oui, peut-être. Le problème, c'est qu'on devient également extrêmement dépendant de ces investisseurs étrangers. Depuis 2022, la part donc, des résidents étrangers dans notre dette publique a augmenté de 13 points. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, évidemment, il y a un petit problème, eh bien, ces investisseurs vont quitter la France. Et c'est là où, effectivement, on va avoir cette augmentation des taux d'intérêt. Pour l'instant, les taux d'intérêt, comme vous le savez, ils sont autour de 3,5% sur le taux d'intérêt à 10 ans. Donc, ce n'est pas dramatique, mais ça reste quand même assez élevé. Donc, c'est ça la clé. C'est que si jamais, je pense que ça sera certainement le cas en 2026, après le débat sur le budget, parce qu'il n'y aura certainement pas de budget, donc peut-être une motion de censure, enfin on verra. En tout cas, la crise politique va continuer, va se poursuivre malheureusement en France. Et à partir de là, on risque bien sûr d'avoir donc une augmentation des taux d'intérêt. Et c'est là où, même si 80% des profits des entreprises du CAC 40 ne sont pas faits en France, là, l'impact France va jouer. C'est-à-dire que si on a une crise de la dette publique en France, elle va se traduire par une crise pour l'ensemble de la zone euro, et donc une crise mondiale au niveau de la dette publique. Donc c'est là où ça devient dangereux pour effectivement la stabilité des marchés boursiers. Donc attention, on a quand même une croissance mondiale qui est là. Alors je ne vais pas parler de tous les autres risques évidemment qui nous menacent, peut-être Antoine va en parler, puis peut-être je terminerai très rapidement tout à l'heure sur ça, mais c'est ça qu'il faut aujourd'hui bien prendre conscience. C'est que malheureusement, je vais laisser la parole à Antoine maintenant, mais malheureusement, notre dette publique aujourd'hui, elle n'est plus soutenable. Alors, la bonne nouvelle, c'est que certains pays ont réussi à la réduire. Vous savez que la France est le pays qui a le plus augmenté sa dette publique depuis 2019, 18 points de PIB de hausse. C'est quelque chose de fou.
Donc, quand on prend ce qui se passe là en Grèce, au Portugal, elle a baissé cette dette publique. Alors, c'est qu'on partait de haut, mais globalement, c'est-à-dire qu'on peut y arriver. Voyez. Et on parlait de l'Italie. Vous savez, la note a été améliorée pour l'Italie ce week-end dernier par Moody's. Et donc, il y a toujours évidemment un différentiel de notes entre l'Italie et la France. Mais ça, c'est, je pense, la dose d'espoir. C'est que quand on fait effectivement les réformes, quand on modernise l'économie, ce n'est pas les réformes pour les réformes, quand on modernise l'économie, effectivement, ça permet justement d'améliorer le fonctionnement de l'économie. C'est ça, je pense que la dose d'espoir aujourd'hui, c'est qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes justement, qui s'intéressent à l'économie. Le drame de l'économie française, le drame de la France, c'est le déni de réalité, notamment d'un point de vue économique. Donc si on arrive à regarder la réalité en face, il ne reste plus qu'à souhaiter que nous aurons enfin les dirigeants qui pourront sauver l'économie française. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais à ce moment-là, on pourra sauver l'économie française. Et donc, là, on aura à la fois une évolution de concert à la hausse pour l'économie française et à la hausse pour les marchés boursiers. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Et surtout, maintenant, voilà Antoine qui va nous dire la suite Oui. d'un point de vue des marchés boursiers. Alors bonjour à tous, merci. C'est vrai que passer après Marc, c'est toujours un peu difficile parce qu'on a le moral dans les chaussettes, mais je vais essayer de vous remonter le moral sur les... Parlant des marchés boursiers, alors heureusement la France a un impact très faible sur l'évolution des marchés. On est surtout dépendant de ce qui se passe aux États-Unis. C'est vraiment effectivement outre-Atlantique que tout se passe et qui donne la tendance sur les marchés financiers. Si on revient un petit peu sur 2025, ce qui s'est passé, c'est en phase en deux temps. On a eu le premier trimestre avec, à partir de février, les droits de douane annoncés par Trump, qui nous annonçait donc justement un cataclysme. Il y a eu une très grosse correction sur les marchés. Les marchés ont perdu, alors quand je dis les marchés, je prends le S&P 500, qui est l'indice de référence, les 500 plus grosses valeurs aux États-Unis, qui a perdu 25% quand même, entre le point haut mi-février et le 7 avril. Pour donner un comparatif, quand on a eu la crise Covid, on avait perdu 30%. Donc c'était quand même une correction très profonde et on était assez inquiets, justement, même s'il n'y avait pas vraiment de cause vraiment marquée. Et après ce 7 avril, il y a eu le tweet de Trump, de 9 avril, qui nous a dit c'est le moment d'acheter, it's time to buy. Et à ce moment-là, les marchés sont repartis de manière vraiment fulgurante, puisqu'on a repris 50%, quasiment 50% entre 7 avril et début novembre. Et maintenant, effectivement, après, alors, on reste sur... Donc 2025 devrait... à part grosse catastrophe, se terminer sur une année positive, encore une fois. 2023, 2024, 2025, ce sont donc des années positives, avec croissance à 2 chiffres sur les marchés financiers. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que, alors tous les médias en parlent, est-ce que nous sommes dans une bulle de l'intelligence artificielle, puisque effectivement c'est la thématique IA qui a fait monter les valeurs technologiques américaines, mais qui a fait monter tous les marchés, avec évidemment le fait que la Fed, ça c'est le deuxième la deuxième explication de la hausse des marchés, c'est que la Fed va baisser ses taux. Elle a déjà baissé ses taux donc au mois de septembre. On a la réunion du 10 décembre. Donc elle devrait baisser ses taux. On avait une interrogation là-dessus. Et finalement, elle devrait baisser ses taux au mois de décembre, donc ce qui rassure aussi les marchés. Et donc la question est de savoir est-ce que nous sommes vraiment au pic de la bulle, déjà est-ce que nous sommes dans une bulle, est-ce que nous sommes dans un pic de marché? On commence à avoir un peu de la nervosité sur le marché, mais pour répondre à cette question, moi je ne pense pas. Je ne pense pas. La dernière grande bulle, c'était les années 2000. C'était la bulle Internet. On a eu donc le pic de la bulle, c'est mars 2000. Et entre 99 et 2000, le marché a pris 100%. Le Nasdaq, à l'époque, valait 2000 points. On est à 24 000 points aujourd'hui, mais le marché valait 2000 points. Il est passé de 2000 à 4000 en l'espace d'un an. Et ça a été vraiment l'accélération vraiment fulgurante du marché qui a fait et des valorisations, en fait. Aujourd'hui, quand on regarde les valorisations des plus grandes tech américaines, alors hors Tesla, évidemment, Tesla, c'est une valorisation à 300 fois les bénéfices. Donc je mets hors Tesla, mais si on regarde les 6 autres, les six magnifiques, Apple, Nvidia, Amazon, Google, etc., eh bien, on voit qu'on est sur des valorisations à 30-35 fois les bénéfices. Donc on n'est pas du tout en déconnexion, je dirais,
comme en 2000, où on était à peu près à 50-60 fois les bénéfices en moyenne sur les valeurs technologiques. Aujourd'hui, on n'est pas en déconnexion avec la réalité. Pour vous donner juste un chiffre qui est très intéressant, c'est les bénéfices nets des 7 magnifiques au 3e trimestre. Ce bénéfice net est de 140 milliards. 140 milliards de dollars de bénéfices, non pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Ça correspond à l'ensemble des bénéfices des entreprises du CAC 40 sur une année. Voilà, donc en fait, c'est ça pour vous dire que ces sociétés sont rentables et on n'est pas du tout dans une thématique comme en 2000 où il n'y avait pas de bénéfices derrière, en fait, c'est dans les valorisations. Je vais juste terminer avec 2 actifs. Donc, non, pour terminer, disons que je pense que 2026 va rester volatile. Il va y avoir des creux et des creux où on peut profiter. C'est pour ça que garder une poche de liquidité dans des moments de creux de marché, c'est toujours intéressant. Mais je ne vois pas d'effondrement de marché pour 2026. Peut-être qu'il y aura une performance moindre, mais en tout cas, il n'y a pas d'explication à l'heure actuelle qui pourrait dire qu'on va s'effondrer. Juste, je vais terminer par l'or et le Bitcoin, parce que c'est 2 actifs qui sont très détenus aujourd'hui par l'ensemble de la communauté financière, par les investisseurs individuels. L'or est structurellement haussier parce qu'on a les banques centrales qui achètent de l'or. Pour vous donner un ordre d'idée, la banque centrale chinoise a plus de lingots d'or aujourd'hui dans ses réserves que de bons du trésor américain. Elle diversifie, notamment il y a beaucoup de banques centrales émergentes qui diversifient leurs réserves en achetant de l'or massivement, ce qui a fait monter l'or, c'était une des explications qui a fait monter, donc l'or prend 50% quand même cette année, et face au contexte, effectivement, aux incertitudes géopolitiques, etc., on a aussi les particuliers qui achètent énormément de l'or. Quand on regarde les ETF qui répliquent la performance de l'or, les ETF en global, on a une collecte nette de 64 milliards de dollars cette année. En collecte nette, hein, c'est considérable. Ce qui fait dire que l'or devrait rester structurellement haussier, même si évidemment l'année prochaine on ne devrait pas connaître une hausse aussi fulgurante que cette année, mais je ne suis pas vraiment inquiet sur l'or. Et le Bitcoin, alors le Bitcoin c'est une classe d'actifs très risquée, hein, très volatile. C'est intéressant de regarder l'évolution du cours. En novembre 2022, hein, donc vraiment il y a 3 ans pile poil, le Bitcoin valait 16 000 dollars. En novembre 2022, donc c'était le point bas après une baisse de 1 an assez marquée, où le Bitcoin avait baissé de 70%. Et effectivement, le Bitcoin a fait x4,5 hein, depuis novembre 2022. En 3 ans, on a fait x4,5. Donc aujourd'hui, on nous dit oui, c'est le début du crack, etc. Encore une fois, je ne pense pas. Je pense que dans toute évolution d'actifs, il y a des phases de hausse et des phases de baisse, des phases de repli. Le cycle du Bitcoin, c'est à peu près 4 ans en général. Là, on est sur 3 ans de hausse. On pourrait encore connaître, je pense, une dernière année de hausse, voire un semestre de retour à la hausse, avant peut-être d'entamer un cycle baissier. La grosse différence avec il y a 3 ans, c'est que maintenant, il y a les institutionnels qui sont justement les investisseurs institutionnels qui sont entrés dans l'investissement du Bitcoin, qui fait qu'il devrait y avoir moins de volatilité qu'auparavant, puisque les cycles de baisse qui duraient en général 1 an, 1 an et demi, on perdait à peu près 70% sur le Bitcoin. Si on perdait 70% sur les cours actuels, on reviendrait aux alentours des 30 000 dollars. Donc ce serait une grosse correction. Je ne pense pas personnellement qu'on aille aussi bas, avec justement ce marché qui devient de plus en plus régulé. Par conséquent, on va surveiller le niveau des 75 000, je pense, sur le Bitcoin et repartir à la hausse. Voilà, c'est mon sentiment. Après, ceci n'est pas un conseil en investissement, je préfère le rappeler. Non, mais c'est clair, juste pour terminer, parce qu'on est dans les temps, qu'effectivement, il y a quand même aujourd'hui 3 placements phares
pour l'ensemble de nos investissements. Historiquement, alors bien sûr le Bitcoin, historiquement c'est quand même relativement récent, mais c'est vrai que 2009. voilà, ça reste extrêmement volatile, on voit, donc n'oublie jamais le couple rendement-risque. Si vous voulez un rendement élevé, c'est-à-dire qu'il y a un risque élevé. Donc évidemment, si vous voulez prendre des risques, très bien, mais si vous ne voulez pas prendre de risques, il faudra se contenter de rendements faibles. Donc ce qui se passe quand même, c'est qu'on a un phénomène assez anormal depuis quelques mois, voire 2 ans à peu près, c'est qu'on a à la fois une augmentation des cours boursiers et une augmentation des cours de l'or. Alors que normalement, quand les marchés boursiers montent, l'or baisse, et réciproquement. L'or, c'est une valeur refuge. Là, il se passe les deux à la fois. Les marchés boursiers et l'or montent en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un excès de liquidité mondiale qui est toujours là, lié toujours la planche à billets qui continue. Donc, il va s'investir sur les marchés boursiers, parce que sur le long terme, ça reste un excellent placement avec les dividendes, bien entendu. Mais tout de même, les investisseurs se disent, il y a quand même des risques. Donc, il faut quand même garder ce que j'appelle la poire pour la soif. C'est-à-dire effectivement cet or, et c'est vrai qu'on était parmi les rares, ceux qui nous suivent sur nos podcasts d'Itoro là tous les 15 jours, c'est vrai que à chaque fois que l'or battait des records, je dis non mais ça peut encore continuer, on dit mais non c'est pas possible, finalement ça continue, on est monté à plus de $4 000 l'once comme vous le savez, donc ça veut dire que la poire pour la soif elle est bien là, ça veut dire que les investisseurs sont quand même inquiets quant à l'avenir, et donc je pense que ça sera ça ce qui va se passer en 2026, une très forte volatilité, avec quand même des tempêtes financières et économiques assez fortes, dont une qui viendra de France, mais rassurez-vous, on sera là pour vous aider à les traverser. Donc merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.